L'invité de BFM et d'RMC ce matin, c'est effectivement Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargé donc du tourisme, des Français de l'étranger. On en parlera de la francophonie. Je voudrais qu'on commence par cette histoire qui s'est passée ce week-end avec nos amis anglais. Par surprise, vendredi, ils annoncent que désormais les Français devront, et tous ceux qui rentrent de France et qui arrivent en Angleterre devront respecter une quatorzaine. Et nous, du coup, par réciprocité, on va faire la même chose. Je comprends pas bien la logique. Si les Anglais étaient dangereux, il fallait les interdire avant. S'ils ne sont pas dangereux, pourquoi est-ce qu'on fait cette réciprocité? Bon, d'abord, c'est une mesure qu'on regrette. On regrette que cette mesure de quatorzaine vis-à-vis des personnes revenant de France s'applique parce que vous savez, on est très rigoureux, il y a les dépistages, on remonte les chaînes de propagation, etc. Donc, je veux dire, on fait tout ce qu'il faut. Maintenant, cette décision a été prise et dans ces cas-là, depuis toujours, on a été cohérent. Il y a plusieurs semaines, lorsque les Britanniques avaient pris une telle mesure, au mois de juin, on leur avait dit, à ce moment-là, nous mettrons une mesure de réciprocité parce qu'une frontière, il faut qu'elle soit gérée de la même façon d'un côté et de l'autre. Voilà. Mais non, parce que le virus, c'est pas forcément le même d'un côté et de l'autre. Ça veut dire que chaque fois qu'un pays va nous dire les Français sont jugés dangereux, nous, on dira bah, vous-même, vous êtes jugés dangereux, même si c'est pas le cas. Non, on peut pas laisser prendre des mesures unilatérales, justement, que nous regrettons, et rester inerte. Donc, il y a un moment, il y a besoin aussi, pour avoir un levier dans la négociation, parce que nous restons en contact avec les autorités britanniques, et ce que nous souhaitons, c'est pouvoir mettre fin à ces dispositions, à ces freins à la liberté de circulation, eh bien, le plus rapidement possible. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, il faut aussi que les autorités britanniques voient qu'elles ont un intérêt à prendre une telle mesure. Donc, écoutez, on est au travail avec Clément Beaune, mon collègue aux affaires européennes, pour pouvoir eh bien faire en sorte que cette mesure pèse le moins longtemps possible, parce que vous savez, les flux entre la France et la Grande-Bretagne, ils sont considérables. Mais chaque année, c'est 10 millions. On s'auto-punit en demandant aux Anglais de ne plus venir, sauf à respecter. Mais le fait est que le problème, c'est la décision initiale des Britanniques, parce que les Britanniques, sachant qu'ils vont devoir rester 14 jours chez eux s'ils viennent en France, eh bien, de fait, ça tarit le flux des Britanniques. Alors, ils étaient plusieurs dizaines, centaines de milliers à être présents sur le sol français pour ces vacances, parce que, vous savez, ils sont 10 millions chaque année à venir pour un séjour touristique. Alors ça, c'était avant cette épidémie de Covid, mais ils jouent un rôle moteur dans le tourisme national. Et donc on va tout faire pour aider les acteurs du tourisme, et bien peut-être à diversifier les clientèles, à prolonger la saison avec les Belges, avec les Allemands, avec les Néerlandais. Avec Atout France, on est très mobilisés avec des campagnes sur le numérique, etc. Parce que on a bien conscience que cet été, c'est un été pas comme les autres, mais qu'on a besoin de relancer l'économie touristique, parce que l'économie touristique, ça pèse dans l'économie nationale. Autour de 8 à 10% du PIB, donc très important pour nos territoires. Je me réjouis en tous les cas que déjà les Français, eux, aient plaidé pour un été bleu-blanc-rouge, soit au rendez-vous, et que dans beaucoup de territoires, eh bien, les résultats sont là, les professionnels retrouvent le sourire. C'est une reprise qui demeure fragile, parce que on voit bien que dès que parfois il y a un cluster ici ou là, les réservations s'annulent, les annulations sont là. Donc j'insiste sur la prudence et la vigilance que nous devons chacun individuellement et collectivement avoir pour que l'été puisse se poursuivre et qu'on puisse peut-être aussi avoir une sorte d'été indien, parce qu'on a eu un beau mois de juillet en termes de fréquentation touristique nationale. On a un mois d'août qui s'annonce comme étant un bon cru, et on aimerait bien pouvoir jouer les prolongations. Je crois qu'on parle beaucoup de foot en ce moment, en septembre et en octobre. Le mois d'août, bon cru, vous n'aviez pas eu l'occasion de le dire jusqu'à présent. Vous nous annoncez des chiffres pour le mois d'août qui vont être corrects? Par exemple, les gîtes de France, 95% de taux d'occupation pour le mois d'août. C'est un chiffre qui est considérable. On voit un engouement également pour l'hôtellerie de plein air, les campings qui font une belle saison. Alors, ça ne permettra pas toujours de rattraper le retard à l'allumage de mai et de juin. Et c'est vrai que les acteurs, par exemple Nicolas Daillot, le président de l'hôtellerie de plein air, évoque, on va dire des chiffres d'affaires annuels inférieurs de 20% environ. Mais on a essayé en tous les cas de sauver l'essentiel. Sauver juillet, août, qui sont le cœur de la saison. Et puis vous savez, l'État, il met aussi le paquet dans la durée pour aider tous ces acteurs du tourisme. 18 milliards d'euros. Le président de la République avait souhaité en faire vraiment une priorité nationale, parce que le tourisme, ça touche à la fois
à notre identité, parce que c'est la valorisation des terroirs, du patrimoine, et puis c'est aussi une activité économique essentielle. Non, mais vous le disiez, 10% pour certains territoires. 10% du PIB, ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est énorme. Alors vous nous dites ça va bien. Et pour la Corse, par exemple, ça peut être 25-30% du revenu intérieur. À l'identique, pour des territoires comme Lourdes, c'est très important. C'est pour ça que j'étais avec Bruno Le Maire il y a une semaine à Lourdes pour pouvoir annoncer également des dispositifs spécifiques, adaptés, parce que imaginez, tous les pèlerinages ont été annulés. C'est la deuxième ville hôtelière de France. Donc il y a un besoin d'accompagnement dans la durée. Et je le dis aux professionnels chez vous, on sera là au rendez-vous. Alors vous nous dites ça va bien en montagne, ça va bien dans des départements ruraux, ça va bien pour les gîtes de France, certes, mais ça va très très mal pour toutes les grandes villes, ça va très mal pour le musée du Louvre, ça va très mal pour le château de Versailles, ça va très mal. Un hôtel parisien sur 2 est fermé à l'heure où on parle. Non mais attendez, il s'agit pas. Moi, je suis très très lucide et il s'agit pas de faire l'autruche. Il y a des territoires pour lesquels ça reste très compliqué, les territoires urbains. Et c'est vrai que Paris, l'Île-de-France ont pâti de l'absence des clientèles internationales lointaines. Les Américains, les Russes, les Chinois, ils sont pas là. Là, on a pu relancer le moteur, je dirais, des touristes européens de proximité. C'est 2 tiers des touristes internationaux qu'on reçoit, mais les autres ne sont pas là. Et donc, à Paris, la situation est particulièrement préoccupante. J'ai pu m'en entretenir avec l'UMIH, avec le GNI. Et là aussi, il va falloir, avec les mécanismes de prêts garantis par l'État, avec les mécanismes aussi de fonds propres qui sont en train de travailler avec Bercy, trouver des solutions pour aider ces acteurs économiques. Moi, j'espère qu'à un moment, le secteur événementiel reprennent petit à petit. Vous savez qu'il y a cette capacité à avoir des dérogations justement pour faire des événements de plus de 5000 personnes. Ouais, on l'a vu avec le Puy du Fou. Oui, notamment. Il y avait une exception. Bien sûr, mais justement, moi j'incite, et je crois que Roselyne Bachelot l'a fait hier à votre micro hier, j'incite les organisateurs, en tous les cas, à utiliser ce décret du 27 juillet qui permet de demander des dérogations et de pouvoir travailler avec justement les services de l'État pour trouver les conditions sanitaires qui permettent de tenir de tels événements. Exemple, la foire agricole de Châlons, très très grosse foire, la deuxième de France, 200 000 personnes attendues. Mais ce que je veux dire, vendredi, le préfet de la Marne a dit non, on ferme, on ne fera pas, alors que normalement, vous veniez de le dire, les salons, les foires devaient être possibles à partir du 1er septembre. C'est le terrain qui doit parler. Et donc, il n'y a pas un événement qui ressemble à un autre. Il y en a qui sont en plein air, il y en a qui sont dans des lieux clos. Forcément, quand c'est en plein air, c'est plus simple que dans des lieux clos. Il y a des histoires aussi de circulation. Parfois, le terrain permet des circulations qui évitent de se croiser, etc. Parfois, il ne le permet pas. Donc, tout ça, c'est des appréciations qui sont très locales. Mais ce que je veux dire, c'est que on a mis en place, je dirais, les outils juridiques permettant de travailler aussi à des événements. Et puis, naturellement, après, il faut faire... Le préfet, il prend sa décision. Au regard aussi, selon des départements, la circulation du virus n'est pas la même. Donc, voilà, il faut être très précis. Et on est dans une incertitude. Tout ça pour dire que sur des territoires comme Paris, j'espère qu'à un moment, effectivement, l'événementiel permettra de rallumer un moteur. Ouais, mais les grands salons prévus pour le mois de septembre à Paris ont tous été annulés, quoi. Donc ce moteur n'est pas encore en train de redémarrer. On va avoir encore quelques semaines, effectivement, quelques mois compliqués, et c'est pour ça que, sur le chômage partiel, on continuera. Pour l'instant, c'est près de 1,3 million de personnes dans le tourisme qui ont bénéficié du chômage partiel. On a mis 9 milliards d'euros sur la table avec les prêts garantis par l'État pour pas loin de 100 000 entreprises. Donc on continuera tout ça parce qu'il y a besoin de préserver les talents, les savoir-faire, les emplois pour pouvoir rebondir. Parce que vous savez, le tourisme, c'est hyper concurrentiel. Depuis 20 ans, des destinations ont émergé partout dans le monde. Alors nous, on est numéro 1. Mais il faut jamais rester. Il faut jamais rester. Voilà. Non, mais justement, il faut jamais, je dirais, rester sur ses lauriers. Et cette crise, elle peut rebattre les cartes. Donc, il est important, je dirais, à la fois de manier le microscope, s'assurer que on va sauver le maximum d'entreprises. C'est du cas par cas, c'est du sur-mesure avec tous les outils qu'on a mis en place. Et puis la longue vue pour préparer le tourisme de demain. Et le tourisme de demain, on sait qu'il sera un peu différent. Il y a le consommateur, le client, il demande plus de soutenabilité, un tourisme respectueux de l'environnement, etc. Eh bien, ça, je m'attache à développer ça. C'est ma feuille de route. Vous dites quelques semaines ou quelques mois encore, ou plus, parce que le PDG du groupe Accor, M. Bazin, lui, il va licencier 1000 personnes parce que ces hôtels ne marchent pas. Et il dit au mieux, en 2022 ou en 2023, on retrouvera la jauge d'avant la crise. Ouais. Lui, il se projette très loin. Ça va être une reprise progressive, il ne faut pas se leurrer. Pour certains, d'ailleurs,
ça va être une année quasi blanche. Je dis certains parce que on évoquait l'événementiel. J'ai en tête aussi les guides conférenciers qui sont très dépendants des clientèles internationales. Il va falloir pour certains tenir jusqu'à mars-avril prochain. C'est le cas de Lourdes. Les pèlerinages, ça va de avril à octobre. Donc, dans ces cas-là, eh bien naturellement, avec Bruno Le Maire, on restera très vigilant. Je crois que la marque de fabrique de ce gouvernement, ça a été à chaque fois d'être très réactif et d'adapter les outils pour que on puisse passer le cap. Je crois que quand vous regardez en Europe et dans le monde, d'ailleurs, les entrepreneurs saluent ce qui a été fait parce que on a fait un pont aérien de cash pour sauver les entreprises et les emplois. Vous êtes aussi le ministre des Français de l'étranger, on l'a dit. Il y a au moins 2000 couples franco-binationaux, donc entre un Français et une autre personne de nationalité différente, qui sont séparés depuis le début de la crise. Vous avez dit on va les aider, on va accélérer, parce que ça commence à faire long. Hein. Ça dure depuis le mois de mars. Ces gens-là n'arrivent pas à revenir rejoindre leurs conjoints en France. Ouais. Effectivement, ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'ils sont séparés les uns des autres. Et c'est pour ça que moi, dès que j'ai été nommé, donc c'est-à-dire il y a un peu plus de 3 semaines, j'ai souhaité prendre le taureau par les cornes, si je puis dire, pour faire en sorte qu'on mette en place une procédure. Donc, ça fait 1 semaine, jour pour jour, que une procédure a été mise en place par la France. Et je peux vous dire qu'il y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont mis en place une procédure dédiée pour faciliter le rapprochement de ces conjoints qui sont pas mariés, qui sont pas pacsés, mais qui ont une relation sentimentale, qui se voyaient avant et qui sont aujourd'hui séparés par des frontières. Et donc, j'ai dit qu'il y a un processus d'instruction qui doit durer de 8 à 10 jours. Donc, vous voyez, on va y arriver. Ça veut dire que d'ici la fin de semaine, eh bien, j'ai bon espoir que justement... Vous êtes sûr? Parce que même quand on les interroge, ils sont pessimistes. Hein. C'est difficile. On leur demande de prouver qu'ils sont amoureux. Parfois, il n'y a pas de preuves. Hein. On leur demande d'aller voir les consulats. Parfois, les consulats sont totalement débordés. On leur demande d'obtenir des visas. Ils n'y arrivent pas. Vous savez... J'entends la détresse, hein. C'est un cri du cœur qu'ils ont lancé. Donc, je veux dire, ce cri du cœur, on l'a entendu. Et donc, cette procédure, moi, j'ai voulu la simplifier au maximum. D'une part, on peut saisir les consulats par voie électronique, de façon dématérialisée. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire 3000 km pour aller au consulat ici ou là. Donc, dématérialisation. Ensuite, on leur laisse la capacité eh bien, de nous apporter tous les éléments qui prouvent qu'il y avait en tous les cas une relation, qu'ils ont fait des voyages ensemble, etc. C'est très important parce que c'est une procédure dérogatoire et on doit s'assurer qu'il y a bien une réalité à cela. Et donc moi, j'ai bon espoir. J'ai toujours dit 8 à 10 jours d'instruction. L'instruction, elle a été commencée il y a 1 semaine pile. Donc, encore une fois, j'espère que d'ici la fin de la semaine, eh bien, on aura justement les premiers laissez-passer qui seront octroyés, qui permettront, eh bien, dans quelques jours, de faire un reportage sur les retrouvailles qui se retrouvent. Exactement. On en a bien besoin. Ça ferait de belles images, mais enfin, pour l'instant, les couples, souvent, ils sont loin l'un de l'autre. Hein, et ils trouvent que ça traîne. Je vais les assurer, de la mobilisation de nos services consulaires. Ils font le travail dans des conditions compliquées parce que, justement, cette période de Covid fait qu'il y a énormément de process, de dérogations, etc. Donc c'est un surcroît de travail, mais on sera au rendez-vous. Et puis par ailleurs, transparence. Le collectif Love is Not Tourism, nous les recevrons à nouveau la semaine prochaine pour faire un point, un état des lieux avec eux. En tout cas, je leur propose pour mettre les chiffres sur la table et puis surtout que chaque personne qui dépose un dossier, elle soit informée eh bien où en est son dossier. Et puis à la fin, si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, on expliquera pourquoi c'est non. Voilà. Jean-Baptiste Lemoyne, vous partez à Beyrouth demain, je crois, pour vous occuper des Français de l'étranger, justement. Tout à fait. Vous savez, la France, le Liban, ce sont 2 nations sœurs, ce sont des peuples frères, et donc nous avons des liens très forts, des liens humains. 25 000 Français qui sont établis au Liban. Je crois 150 000 à 200 000 Libanais établis en France. Et donc cette communauté, elle a été éprouvée. Nous avons l'un de nos compatriotes qui est décédé. Nous avons eu des blessés. Également des personnes pour qui leur appartement a été endommagé. Donc je serai à la rencontre des Français établis au Liban, avaient rencontré également leurs élus consulaires qui font un boulot considérable sur le terrain aux côtés des services de l'ambassade. Il y a des écoles françaises qui ont été endommagées. Des écoles, voilà. L'enseignement français est très dynamique au Liban. Vous savez qu'il y a à peu près une 50aine d'écoles qui justement scolarisent 60 000 jeunes, dont la plupart sont libanais. Donc c'est aussi le cœur battant de la francophonie au Moyen-Orient. C'est important de pouvoir les aider, les accompagner. Donc on est en train d'évaluer tous les dégâts à apporter à ces écoles
comment justement les réparer, faire en sorte que la vie puisse reprendre son cours, sachant que cet effet de souffle, il a été considérable d'un point de vue matériel, physique, mais je dirais, on l'a également ressenti nous, à Paris, à Lyon, à Marseille, parce que je crois que tout le monde a été bouleversé par ce qui s'est passé. Et moi, je salue aussi l'élan d'entraide et de générosité qui s'est manifesté, à la fois de la part des Français, de la part des collectivités locales. Hier, un navire roulier, le Calao, est arrivé à Beyrouth avec justement par exemple 500 tonnes de farine qui ont été données par un groupement de producteurs. Donc chapeau, je crois que l'entraide, la solidarité sont au rendez-vous et ça fera chaud au cœur des Libanais. Merci beaucoup et bon voyage à Beyrouth demain. Donc Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État au tourisme, à la francophonie et aux Français de l'étranger, était notre invité ce matin.